Donc voilà, présentation rémunérée par le laboratoire Neuraxpharm. En préambule, alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter les gradations des recommandations selon la HAS qui établit une échelle entre différentes recommandations allant progressivement décroissantes depuis les essais comparatifs randomisés jusqu'aux accords d'experts. Ce qui m'a été demandé de faire là, c'est de présenter mon travail. Donc on peut à peu près considérer que les recommandations que je peux vous faire sont ici. Alors c'est mal fait sur la diapo, normalement c'était en dessous des accords d'experts. Je suis tout seul. Et tout ce que je vais vous présenter ne reflète que mon expérience professionnelle subjective de, j'espère encore, jeune praticien hospitalier. Donc, contexte, je suis praticien hospitalier, comme je vous l'ai dit, en unité de réhabilitation psychosociale à Bordeaux, au centre hospitalier Charles Perrin. J'ai entre autres fonctions la responsabilité médicale d'une unité de réhabilitation psychosociale qui elle-même fait partie d'une filière de réhabilitation. J'essaye d'accompagner 23 patients d'âge varié, vous voyez, de 26 à 60 ans, la grande majorité vivant avec des troubles psychotiques. Comme diagnostic principal. Malheureusement pour eux, ils ont souvent de nombreux diagnostics associés. Les orientations sont purement hospitalières. Typiquement, ce sont des patients qui, pour des raisons X ou Y, restent à l'hôpital pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ensuite nous sont orientés vers les unités initialement dites de long séjour et qu'on essaye de transformer en unités de réhabilitation active. Donc les durées d'hospitalisation sont prolongées à très prolongées. Et des problématiques médicales assez sévères avec des antécédents du MD, d'actes médico-légaux graves pour certains de nos patients. Donc ces personnes que nous accompagnent, ils vivent avec des pathologies résistantes, ultra-résistantes. Ils ont des parcours de soins au cours desquels ils ont bénéficié de multiples traitements pharmacologiques sans forcément de projets de plans de soins détaillés, mais ça j'y reviendrai après. La raison de la poursuite de l'hospitalisation, elle est complexe, elle aussi, parce que c'est l'association de problématiques à la fois biopsychosociales chez eux, pas nécessairement du fait de pathologies extrêmement sévères, bien que ça soit plus la règle que l'exception, mais aussi des problématiques sociales, de l'isolement, l'absence de logement, ou des problématiques somatiques intercurrentes. Ces patients ils souffrent d'une très forte iatrogénie à la fois sur le plan pharmacologique parce qu'en ayant passé 15 ans à l'hôpital psychiatrique et en ayant vu des dizaines, si ce n'est plus, de praticiens internes qui auront chacun essayé de mettre un traitement ou du fait de décompensation au cours des hospitalisations, ils vont avoir des listes de traitements longues comme un jour sans pain. Mais aussi de iatrogénie institutionnelle. C'est des patients vraiment quand on reste plusieurs mois, plusieurs années à l'hôpital, on retombe dans la caricature, l'image de ce que pouvait être l'asile avant, avec des patients qui sont complètement aliénés au sein même de nos institutions modernes et qui souffrent d'une très forte stigmatisation, tant interne qu'externe. C'est des patients qui ont une très très faible estime d'eux-mêmes en général. Des fois même leur pathologie les protège un peu de ça en les maintenant dans dans un monde qui est un peu détaché de notre réalité à tous, mais aussi une stigmatisation externe très importante, que ce soit de la part des patients du reste de l'hôpital, les structures de réhabilitation sont au sein du centre hospitalier. Il est arrivé, par exemple, pour certains de mes patients, de se faire jeter des cailloux par les autres, par d'autres patients d'unité d'admission qui les traitaient de dégénérés ou d'autres mots choisis, mais également une stigmatisation de la part des soignants, parce qu'on est devant des problématiques qui sont extrêmement complexes et au bout d'un moment, c'est aussi naturel pour les personnes qui les accompagnent de baisser les bras et de se résigner, ce qui est terrible pour eux, sachant aussi, alors ça on ne va pas se le cacher, qu'un certain nombre de soignants qui travaillent dans ces unités sont eux-mêmes stigmatisés, que ce soit par leurs collègues ou par l'institution. Donc, pour parler précisément de la complexité qu'on a à traiter, il faut déjà la définir. Donc,
là, je vais m'attacher surtout à parler de la schizophrénie résistante et ultra-résistante, mais c'est une présentation qu'on pourrait généraliser à d'autres problématiques. Seulement, c'est celle que j'ai le plus l'habitude de prendre en charge. Donc, la définition qui semble faire consensus à l'heure actuelle, c'est celle de House et de son équipe en 2017. Donc c'est la persistance chez une personne qui vit avec une schizophrénie, la persistance de symptômes psychotiques, alors qu'ils soient positifs, négatifs ou de troubles cognitifs. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Mais que ces symptômes sont d'intensité au moins modérée et qu'ils sont persistants. Alors la durée c'est 12 semaines, le cut-off. Et alors, il faut que ça soit objectivé par des évaluations standardisées. À ces symptômes doivent être associés des altérations modérées du fonctionnement, également évaluées avec des échelles standardisées. Et surtout, c'est que dans le parcours de ces patients, il y a eu l'échec d'au moins 2 thérapies antipsychotiques prescrites à des doses efficaces pendant une durée suffisante et avec une observance effective, en considérant que le patient ait pris au moins 8 de ces cachets sur les 10 qu'il devrait prendre. Et en cas d'échec de la clozapine, il y a cette notion d'ultra-résistance où on reprend exactement les mêmes critères, mais avec en plus l'essai du traitement par clozapine. En pratique, donc, ce que l'on voit, c'est la stigmatisation. Je ne vais pas en remettre une louche dessus, je vous en ai déjà parlé. Mais ce qu'on retrouve très souvent, et ce qui fait partie du bilan initial dans nos unités, c'est d'explorer et de rechercher des comorbidités, voire faire des réévaluations diagnostiques et donc thérapeutiques pour ces patients. Et ce dont on se rend compte de manière assez courante, c'est qu'il y a une surestimation de la résistance et même de l'ultra-résistance. C'est-à-dire ces patients qui nous sont adressés comme étant des situations désespérées, des cas désespérés pour lesquels on ne pourrait plus rien faire et ils passeraient leur vie soit à l'hôpital, soit dans des foyers en attendant un EHPAD. Finalement, en refaisant toute leur histoire de vie, leur histoire thérapeutique, on se rend compte qu'il y a peut-être des pistes qui n'avaient pas été explorées, sans vouloir jeter la pierre à mes collègues d'unité d'admission. C'est un travail qui nous demande énormément de temps et on travaille en équipe de manière en collaboration pour explorer et prendre le temps avec ces patients qui, malheureusement pour eux, restent très longtemps, mais heureusement pour nous, ça nous permet de recueillir un très grand nombre d'informations et d'évaluations les concernant. Donc ce qu'on retrouve aussi dans cette surestimation de la résistance et de l'ultra-résistance, c'est que les patients n'auraient pas bénéficié notamment d'un traitement par clozapine ou de prescription inadéquate de clozapine, avec non-évaluation par exemple de l'efficacité de la clozapine avec des dosages de clozapinémie, des arrêts inopportuns du fait soit de craintes d'effets secondaires comme des leucopénies qui restent quand même un effet secondaire rare, et une surestimation par les prescripteurs des freins à l'observance, notamment la réalisation des nombreux bilans sanguins nécessaires en début de traitement. Et ce qu'on retrouve aussi souvent, mais ce que je vous l'ai dit plus tôt, c'est une absence de stratégie thérapeutique claire, mais qui, là encore, qui n'est pas du fait de la mauvaise volonté de mes collègues, mais de fait. C'est des patients qui ont été pris en charge par de nombreuses équipes, souvent transitent d'une unité à l'autre, au cours des décompensations, finissent par aller en USIP, voire en UMD, puis reviennent à l'hôpital. Il y a des pertes d'informations. Et on arrive à les stabiliser, enfin, à arriver à un état de métastabilité suffisant pour les envoyer en unité de réhabilitation ouverte, mais sans espérer qu'ils aillent mieux. Et puis les ruptures de suivi à l'occasion de fugues ou autres. Et donc, au final, on retrouve une part relative de résistance et d'ultra-résistance dont je vous ai remis les critères résumés en dessous. Quel optimisme, malheureusement, ça. Donc, le but, pourquoi avoir de l'optimisme? Parce que c'est, selon moi, en retrouvant du pouvoir d'agir et en refusant la résignation qu'on peut retrouver de l'espérance, malgré les circonstances et les situations de nos patients. Alors d'abord, il y a la question de cette exploration des diagnostics différentiels. Alors je vous en ai listé certains, c'est une liste non exhaustive, mais c'est des choses qu'on a pu retrouver
plus ou moins fréquemment parmi les patients qu'on accompagne. Alors, d'une part, les affections organiques, pour la petite histoire, à l'occasion d'une hospitalisation en réhabilitation psychosociale, d'un patient qui était connu pour souffrir d'un trouble schizoaffectif extrêmement sévère, qui se dégradait sur le plan cognitif. On pensait que c'était l'évolution de la maladie. Les traitements n'y faisaient pas grand-chose. En fait, il s'avérait qu'il souffrait d'un SAPL et c'est le traitement, le traitement immunomodulateur qui a permis de stabiliser la problématique. On se passe en conséquence au niveau neurocognitif. Les troubles et symptômes thymiques qui sont extrêmement fréquents. Alors que ça soit des réévaluations diagnostiques qui nous amènent à poser des diagnostics de troubles bipolaires sévères, souvent intriqués avec d'autres problématiques, ou une part thymique chez les patients souffrant de troubles psychotiques qui est parfois sous-évaluée. Alors, je me suis permis dans les éléments qui peuvent nous orienter vers ces troubles ou symptômes thymiques, c'est de tenter autant que possible de rechercher ce que j'appelle des symptômes et signaux faibles. Alors, faibles dans le sens où ils vont être beaucoup moins spectaculaires que les symptômes psychotiques, les idées délirantes, la désorganisation majeure, mais ce qu'on retrouve là pour le coup assez souvent, par exemple, ça va être des manies chroniques qui vont être complètement masquées, à la fois d'une part par la symptomatologie psychotique, mais aussi par les traitements antipsychotiques qui qui sont un traitement symptomatique de ces troubles thymiques. Et donc des patients en manie chronique, notamment j'avais une patiente qui, tous les matins, quand on ouvrait la porte de l'unité, sortait dans la cour et faisait le tour de la cour inlassablement jusqu'au repas de midi, à tel point qu'elle avait creusé un sillon dans la cour de notre unité. Et en refaisant son histoire de vie, en repérant des décompensations qui n'étaient pas liées, soit des ruptures thérapeutiques, soit des facteurs de stress vraiment très clairs. Un état d'instabilité, alors surtout comportementale, mais aussi psychique, avec une désorganisation permanente et une tendance au harcèlement personnel qui me concernait personnellement. La mise en place d'un traitement par lithium a apaisé largement la situation, lui permettant une orientation dans une structure adaptée, mais hors de l'hôpital. Et alors comme autre indice, on est loin de surestimer nos capacités, et juste en refaisant l'historique médicamenteux avec nos pharmaciens, on se rend compte que d'autres ont eu exactement les mêmes idées avant nous, et le fait d'avoir eu un traitement de thymorégulateur, alors des fois qui peuvent être prescrits soit à visée potentialisatrice, soit à visée anti-impulsive par exemple, mais ça reste selon moi un bon indice quand même que des symptômes affectifs thymiques auraient pu être repérés auparavant. Les troubles et symptômes post-traumatiques aussi extrêmement fréquents chez les patients souffrant de schizophrénie. Donc, malheureusement, on peut avoir la lèpre et le choléra, et les patients qui vivent avec ce type de pathologie ont un sur-risque par rapport à la population générale d'être victimes d'agressions et du coup de développer aussi eux-mêmes des symptômes post-traumatiques. Ce qu'on peut entendre parfois, c'est que ça soit difficile de discriminer ce qui serait du ressort d'une symptomatologie psychotique, d'idées délirantes de persécution, d'agressions qui auraient été vécues ou qui nous paraissent quand même étranges. Ce qui a été montré dans ce que je sais de la littérature, c'est qu'en fait, quand la situation est stabilisée, métastabilisée, le simple fait de poser la question d'antécédents de traumatisme a autant de valeur chez un patient qui souffre d'un trouble psychotique que chez une personne dite saine. Et encore une fois, sachant que ces problématiques peuvent s'intriquer, j'ai l'exemple d'un autre patient, pour le coup, qui avait une histoire de vie très inhabituelle, qui nous avait été adressée comme ayant un trouble schizoaffectif. Il s'avérait que c'était un monsieur qui avait assuré de hautes fonctions pendant la majeure partie de sa vie dans une structure sociale, et qui, à partir de 45 ans, avait multiplié les hospitalisations en psychiatrie, avec des idées délirantes extrêmement envahissantes,
Au bout de 3 hospitalisations, la situation persistant, il avait été posé ce diagnostic de troubles schizoaffectifs, et en reprenant le temps avec lui et aussi avec son entourage, on s'est aperçu que vraisemblablement il aurait été victime d'agressions assez sévères qu'il avait cachées par honte auparavant, et que ces agressions auraient vraisemblablement révélé un trouble bipolaire. Alors je ne dis pas que c'est la réévaluation du diagnostic qui a permis de sauver ce patient, qui est toujours encore lourdement handicapé et qu'on continue d'accompagner, mais au moins il a pu réintégrer son très coquet appartement bordelais, ce qui est déjà une grande chance par rapport à tous nos patients qui sont bloqués à l'hôpital. Et enfin, les troubles du spectre autistique. Alors là, je pense que je ne vais pas réinventer l'eau tiède, mais je pense que ça serait aussi lié à l'évolution des diagnostics de l'autisme. Et ça, bon, je ne vais pas vous faire un cours dessus. L'histoire de vie avec les patients, mais aussi leurs proches, est souvent un bon indicateur de ces problématiques. Et les antécédents de traitement thymorégulateur, c'est une coquille. Donc, pour ce qui est de la prise en charge de la symptomatologie psychotique positive, donc je ne vais pas vous le refaire, résistance de la symptomatologie à 2 antipsychotiques, dont un de seconde génération. Ensuite, on passe à la clozapine. La recommandation est largement étayée depuis très longtemps. Il faut se poser la question de l'adéquation de la prescription, et tout de même, je ne pourrais pas parler de la clozapine sans évoquer les travaux d'une de mes anciennes chefs, Madame Verdoux, qui lutte contre la sous-prescription de cette molécule, qui pourrait bénéficier à beaucoup de patients. Et en cas d'inefficacité de cette clozapine, on passe dans la catégorie de la schizophrénie ultra-résistante. Alors, je pourrais vous faire la liste à l'après-vert de toute la biblio que j'essaye d'explorer pour trouver des situations. Moi, ce que je vous propose, alors, déjà, s'il y avait une slide à retenir de cette présentation, ça serait celle-là. Donc, c'est les algorithmes développés par l'équipe d'Hausser de l'université d'Harvard, et qui propose tout un tas d'outils pratiques pour la prise en charge de nos patients, et pas seulement souffrant de troubles psychotiques. Donc je vous ai mis le lien en bas, et je vous invite très, très fortement à vous documenter, du moins à aller consulter ces algorithmes. Et humblement, je vous propose mon propre algorithme de prise en charge qui correspond à ce que nous faisons en pratique dans la filière de réhabilitation de Bordeaux. Donc, 2 antipsychotiques en monothérapie. S'ils sont efficaces, est-ce qu'il y a une contre-indication ou une impossibilité de mettre en place la clozapine? Si c'est possible, on met la clozapine. Par contre, si cette clozapine est insuffisante à stabiliser la situation, là, nos stratégies, c'est de faire des associations. Alors, en essayant de suivre la littérature, dans l'ordre, ce qu'on essaye de proposer, c'est d'abord une association clozapine-aripiprazole, puis clozapine-amisulpride, et ensuite une association clozapine avec un antipsychotique de première génération. Donc, à chaque fois aussi, on prend le temps d'évaluer, parce que on ne fait pas ces changements toutes les semaines. L'idée, c'est vraiment d'évaluer l'efficacité effective de ces traitements sur le long terme, tout en sachant que s'il y a une amélioration effective, ce qu'on fait habituellement, c'est une décroissance de la clozapine, voire potentiellement un arrêt. Je pense que, comme ça a été évoqué plus tôt, un traitement même lourd peut être utile à un moment T dans le parcours de vie d'un patient, mais potentiellement un jour il peut être stoppé. En cas d'impossibilité de mise en place de la clozapine, dans mon expérience personnelle, ce qui me paraît le plus intéressant, en tout cas qui est une bonne alternative, ça va être l'olanzapine à ultra haute dose. Il y a plusieurs équipes, et notamment une équipe bretonne qui s'est intéressée à cette pratique en montrant une efficacité notable. Alors, quand je parle d'ultra haute dose, c'est vraiment ultra haute dose. On dépasse de loin les 20 mg de l'AMM, on va jusqu'à 80 voire 100 mg d'olanzapine. Là aussi, si possible, transitoirement, et progressivement réduire jusqu'à une dose plus habituelle.
Alors, je ne sais pas si ça vous rassurera, mais je n'ai pas eu d'explosion non plus des IMC chez les patients sous olanzapine ultra haute dose. Ceux qui prennent 20 kg les prennent dès le début et n'en prennent pas 80 avec 100 mg de olanzapine. Et ensuite, là, on va sur des choses qui sont beaucoup moins étayées sur le plan théorique. Mais en fait, on va associer cette olanzapine ultra haute dose à d'autres antipsychotiques en cas de persistance de la résistance. Les stratégies sont globalement les mêmes qu'avec la clozapine. Et ensuite, là, je ne me permettrai pas de dire que c'est le grand n'importe quoi, mais dans les travaux d'Hausser, si ça peut vous rassurer, ce qui est proposé en toute fin d'algorithme dans ces situations, c'est de se fier à son expérience, à la fois en tant que praticien, mais aussi à l'expérience du patient sur les traitements qu'il avait eus, et en gros de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, il y aura peut-être des avancées, notamment grâce avec la personnalisation des traitements via des choses comme la réceptologie. Je serais bien incapable de vous en parler en détail aujourd'hui et je pense que de toute façon, je n'aurai pas le temps. Juste un petit focus rapide sur la place des antipsychotiques de première génération. Donc, dans ce que j'ai pu chercher, je n'ai pas trouvé énormément de données probantes. Quelques travaux intéressants sur la lévomépronazine, sur la schizophrénie résistante, mais alors ce sont des études bien moins puissantes que celles qui ont pu être faites par exemple sur l'association clozapine-aripiprazole. Il n'empêche que dans ma pratique professionnelle et avec la collaboration avec d'autres praticiens bien plus expérimentés que moi, c'est des habitudes que j'ai découvertes et qui me paraissent assez intéressantes pour les patients, en tout cas à envisager. L'idée, c'est qu'on prescrit énormément de traitements antipsychotiques de seconde génération, et parce qu'on les pense moins, enfin, on a la notion qu'ils seraient moins iatrogènes que les antipsychotiques de première génération. Ça me paraîtrait quand même discutable, en tout cas, de se retirer soi-même une corde à notre arc, d'autant plus si les situations sont complexes et résistantes avec les traitements habituels. Mais le but principal, c'est de limiter la iatrogénie. Et alors, là, notamment au niveau anticholinergique, là, je l'évoque dans le cadre des associations à la clozapine, étant un des traitements antipsychotiques les plus pourvoyeurs d'effets secondaires, enfin que vous connaissez bien, hein, la constipation, les troubles de la déglutition, qui vont être les problématiques qui vont tuer le plus nos patients. C'est du fait de ces effets secondaires qu'on a une forte, entre autres, qu'on a une forte mortalité chez les patients avec des psychoses sévères. Nous, on a pour habitude, mais c'est toujours en cours d'évolution, d'associer à la clozapine, par exemple, plutôt l'allopéridol, qui va être un des moins anticholinergiques. Mais on peut envisager, par exemple, lévomépronazine, olanzapine, qui vont être moins anticholinergiques que la clozapine, un peu plus que de l'aripiprazole. Mais on limite la casse en essayant au moins de prendre en compte cette iatrogénie. Alors juste un petit point sur le CT. Alors là, c'est vraiment, je ne me permettrai pas de remettre en question l'indication de l'ECT qui a toute sa place. Dans mon expérience personnelle, quand même, j'ai eu tendance à voir une efficacité essentiellement sur les patients qui avaient ces symptômes ou partimiques à la pathologie. Donc il me semble légitime de les suspecter en cas d'effet positif de l'ECT. Et puis attention à la iatrogénie, notamment sur le plan cognitif, et qui peut être vécu comme un équivalent traumatique, notamment des anesthésies répétées. Pour ce qui est des symptômes psychotiques négatifs, alors il y a des propositions qui sont faites avec des molécules dans la littérature. Personnellement, j'espère qu'un jour on aura des traitements qui seront révolutionnaires parce que ce sont les symptômes qui handicapent le plus nos patients, bien loin devant les symptômes psychotiques positifs au final. Mais dans le quotidien, moi, là où j'ai pu voir des bénéfices, c'est surtout avec la prise en charge institutionnelle et humaine. Sans oublier, bon alors ça je suis obligé, je suis en réhabilitation psychosociale, on a une approche pluriprofessionnelle. Je me dois de citer l'ensemble de mes collègues et des autres professions qui accompagnent nos patients et qui sont parfois bien plus utiles que nous.
avec cette idée surtout de varier les soins et les approches. Voilà, je vais arrêter là. Donc, il faut rester optimiste et tous ces quelques outils que je vous ai présentés, et il en existe bien d'autres, doivent nous permettre de garder cet optimisme qui est nécessaire avec ces patients qui, encore une fois, souvent sont considérés comme des cas désespérés, alors qu'on a encore beaucoup de propositions à leur faire. Si ce n'est de faire disparaître totalement la symptomatologie, de les aider à vivre avec, voire nous-mêmes à tolérer certains symptômes qui, du moment qu'ils ne fassent pas souffrir le patient ou son entourage, est-ce que ça nous poserait beaucoup de problèmes qu'une personne voit des petits hommes verts ou soit en connexion directe avec des extraterrestres, du moment que ça ne pose pas de problème. Ne pas sous-estimer aussi les connaissances et compétences de nos patients, à la fois leurs connaissances expérientielles avec les molécules, avec différentes pratiques, mais aussi les ressources qui sont disponibles et qui sont de plus en plus facilement accessibles, notamment pour les jeunes générations sur Internet, alors avec des qualités variables, hein, ça va du réseau PIC, des travaux de Patricia Digan à des forums comme psychoactive.org, dont les recommandations sont plus discutables, mais ils ont cette connaissance et il est important de la prendre en compte pour les accompagner. Et enfin de la rigueur. Hein. Nos prises en charge, bien sûr, doivent être basées sur des preuves scientifiques, mais personnalisées, concrètes, si j'oserais dire matérialistes. Et enfin, prendre en compte la iatrogénie, essayer de la limiter au maximum. Une fois qu'on est arrivé à un état de stabilité suffisant, s'attacher à réduire au maximum la quantité et la quantité de traitement et le nombre de molécules différentes pour limiter les effets secondaires. Je vous remercie.